Donc là on est aujourd'hui au Château du Bec pour une exposition, donc qui est une exposition privée, c'est ça? Personnelle. Personnelle. Voilà, exactement. Donc on ne peut pas acheter. Si, je vous rassure, on laisse quand même les gens pouvoir quand même acquérir des... Mais c'est vrai qu'il y a une assez grande partie de toiles de collection privée, ça c'est sûr. Est-ce que c'est compliqué de vendre une œuvre, de laisser partir une œuvre? Alors vendre, c'est pas mon boulot, heureusement pour moi, parce que, comment je veux dire, les galéristes sont là pour servir d'intermédiaire entre l'artiste et le public. Par contre, oui, voir partir nos bébés, c'est... Enfin, moi, personnellement, d'abord, je les appelle mes bébés, quoi. Alors, c'est des fois un petit peu plus facile lorsque ils ont vécu un certain temps avec moi, mais ça arrive assez souvent que les toiles soient présentées pour la première fois en expo et qu'ils partent assez vite, quoi. Directement. Donc là, des fois, j'ai même pas trop de traces, d'ailleurs. C'est-à-dire que j'ai pas forcément le réflexe de prendre tout en photo. Et par ailleurs, les époques permettent pas forcément de faire des photos facilement, puisqu'il faut une certaine lumière. C'est très compliqué. C'est pas un photographe que je vais apprendre ça, de prendre une huile qui brille de partout en photo. Puis d'avoir les mêmes couleurs. Et puis après, de toute façon, il faut accepter malheureusement que les reproductions soient légèrement différentes parce que on a l'habitude en imprimerie par exemple où les affiches ne sont pas forcément identiques comme en général à l'œuvre. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un certain équilibre, quoi. Qu'on ne se retrouve pas dans les violets si c'est du bleu, quoi. Ouais, voilà, des choses comme ça. Des petites nuances, ça va? Voilà. Alors, comment on peut définir le style? Patrick Boulnois, je le définis comment? C'est vrai que c'est pas forcément simple parce que, comment je veux dire, c'est assez ésotérique comme approche. Donc, qui dit ésotérique dit caché. Par contre, ce que j'ai envie, c'est du surréalisme. On nous met aussi dans la peinture de la réalité magique. J'aime bien d'ailleurs cette appellation, réalité magique. C'est un mot que j'emploie souvent chez moi, justement, la magie. C'est ce que j'essaye de proposer, c'est-à-dire des petites fenêtres de magie sur des réflexions qu'on se fait tous par rapport à la vie, la mort, le temps qui passe, la vitesse à laquelle la vie passe, parce que quand je pense à des gens que j'ai connus, auparavant je pensais parler en années, maintenant je parle en décennies, quoi. C'est ce qui m'effraie beaucoup. Donc pour en revenir à la définition, oui, c'est une peinture plutôt ésotérique, voilà. Alors je regarde un petit peu les gens qui ont des visages humains ont pas de jambes. Les gens qui ont des jambes ont des visages d'animaux. Oui. Je pense qu'effectivement j'aime bien l'ambiguïté d'ailleurs de la notion de vie, c'est-à-dire que pour moi on est sur une planète où les êtres ont évolué d'une certaine manière, mais rien n'empêche de penser que dans d'autres circonstances, les poissons pourraient être en l'air, nous pourrions rouler et les animaux avoir deux jambes. C'est une affaire d'évolution. Par ailleurs, j'avais envie de traiter de l'humanité, mais sans passer par l'homme. Donc effectivement, on voit assez peu de personnages hommes, vraiment avec des visages d'hommes. Heureusement, parce que bon, je trouve que l'humanité est vraiment plutôt moche, quoi. Globalement, on a plutôt abîmé qu'embelli notre vie. Et par contre, heureusement, il y a des personnes, des hommes, qui, comment je veux dire, m'ont permis de penser que, voilà, si l'humanité est peut-être à revoir, au niveau individuel, on fait de belles rencontres. Et par contre, effectivement, on pourrait remarquer que les femmes, elles ne sont pas du tout abîmées, elles ont des vrais visages de femmes, parce que j'ai toujours pensé que les femmes avaient, entre guillemets, plus de qualité que nous les hommes. Parce que je trouve que les hommes sont plutôt
assez lâche, assez égocentrique, alors que les femmes se donnent plus, quoi, en définitive. Quand elles parlent d'amour, c'est quelque chose, quoi. C'est pas uniquement de sexe, quoi. Nous non plus. C'est vrai. Bien entendu. Évidemment. Bien entendu. Alors, si je veux m'offrir une œuvre, est-ce qu'on peut trouver des lithos ou... Oui. Ouais, on peut... Oui. Là, on n'en a pas mis parce que, comment je veux dire, le problème enfin, ce sont des estampes numériques, donc il faut expliquer aux gens ce que c'est qu'une estampe numérique. Bon, vous savez parfaitement ce que c'est, mais effectivement, ça permet quand même à des gens qui n'ont pas plusieurs milliers d'euros à dépenser pour une œuvre, de pouvoir se faire plaisir à des coûts quand même plus raisonnables. Donc effectivement, il y a des estampes qui sont des estampes numériques, donc des reproductions numériques sur un papier spécial avec des encres spéciales, qui proposent une durée de vie quand même largement égale aux lithographies de type ancien, quoi. Et on peut les trouver où? En fait, là actuellement, il faut s'adresser directement sur le site de ma page, parce que de ma part, ça m'obligerait à démarcher plusieurs galeries. Et puis, bon, en fait, c'est pas le principal de mon travail. Le travail, non, voilà. C'est pas de vendre. Moi, je suis d'abord, voilà, j'essaye d'abord de proposer effectivement des lucarnes de réflexion, de vie, sans se prendre plus au sérieux que ça, en définitive. Hein. C'est les mêmes questions que tout le monde se pose. Hein. Alors, par rapport aux galeries, j'ai vu récemment qu'une chaîne de galeries proposait pour que chacun puisse acheter des œuvres. Alors, je ne sais pas ce qu'en pensent les artistes, pour le coup, on est là aujourd'hui. Ils proposent de pouvoir payer des œuvres en 60 fois. J'imagine qu'ils payent l'artiste en une fois. En tout cas, les galeries proposent, pour que tout le monde puisse avoir une œuvre à la maison, des paiements échelonnés énormes. Vous en pensez quoi de... Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où ça peut permettre aux gens de se faire plaisir, après c'est une affaire d'approche personnelle. Est-ce qu'on a envie pendant 60 mois d'avoir des échéances? Mais sincèrement, c'est vrai que malheureusement l'art est quand même quelque chose qui n'est pas évidemment abordable pour tout le monde. Donc à partir du moment où ça permet à plus de gens de pouvoir se faire plaisir, je pense que c'est plutôt une chose acceptable. Donc c'est bien que tout le monde puisse... Alors tout le monde, même en 60 fois, c'est pas tout le monde. Non, d'abord ça dépend ce qu'on choisit, parce que même un Picasso en 60 fois, à mon avis, ça doit faire mal quand même. Mais comment je vais dire, c'est vrai qu'on est dans une société de consommation à outrance, et à la limite, je préfère voir les gens acheter des œuvres d'art plutôt que des choses qui laisseront aucune trace, qui les feront pas vivre mieux, parce que l'art rend la vie plus belle que la vie quand même. J'ai vu une ville aussi qui proposait à un moment une artothèque. C'est Lyon, non, je crois. Lyon, et puis a priori, sur Gonfreville-Lorcher, il y avait l'idée aussi à la médiathèque. Les gens peuvent venir chercher un tableau pendant un mois chez eux, puis après changer d'artiste. Cette démarche-là, elle est... Pourquoi pas, à partir du moment, encore une fois, où ça permet à des gens d'aborder l'art sans être ruinés, ou au contraire, c'est très bien. Je pense que l'art, c'est quand même quelque chose de relativement élitiste, quelque part, puisque quand les gens rentrent dans une galerie, quand ils osent le faire, ils se posent la question de savoir si on ne va pas leur poser des questions auxquelles ils ne vont pas être capables de répondre. Parce que pour eux, c'est une affaire de spécialistes, l'art. Alors qu'en fait, c'est qu'une affaire d'émotion. Donc au fond, après, est-ce que, à titre personnel, je pourrais prendre une œuvre chez moi pendant un mois, puis après la rendre? Pour moi, ça serait cruel, quoi. C'est comme si on me disait, tiens, voilà, on vous propose un mois d'amour, et puis vous le rendez. Bon. Mais par contre, c'est bien. Une autre, on peut changer. Oui, tout à fait. Puis ça permet de vivre avec des choses différentes, et donc des ambiances différentes. Donc globalement, à partir du moment où, encore une fois, ça permet aux gens d'aborder l'art plus naturellement, plus facilement, au contraire, c'est bien. L'important, c'est que les œuvres soient sur des murs, après... ce qu'un artiste a envie, c'est ça, c'est de partager. Je ne me vois pas peindre et laisser tout chez moi. Ça serait, pour moi, pas acceptable. Et donc,
Pouvoir partager, c'est d'aller chez les autres, quoi. Alors après, trouver le moyen de continuer de peindre et de laisser les toiles à disposition, malheureusement, c'est pas facile de trouver financièrement un intermédiaire viable pour les artistes, parce que il faut pas oublier quand même, il y a peut-être 5% des artistes qui vivent très très bien de leur art, 20% de gens qui vivent décemment, et puis tout le reste, c'est très difficile. Puis il y a plusieurs peintres dans la région qui ont un deuxième la plupart, travail. Soit ils ont un deuxième travail, soit à la maison, quelqu'un peut faire tourner la boutique pour eux, quoi. Beaucoup. Rares sont les peintres qui vivent exclusivement de leur peinture. C'est quand même des artistes. Oui. Ah oui, bien sûr, heureusement. C'est une discussion avec un sculpteur qui me disait, je le note, je ne nommerai pas, sa moustache blanche, qui me disait qu'on était un artiste que si on vivait que de son art. Non, je pense que, heureusement, d'abord, je vais même dire quelque chose, c'est que pour moi, quelqu'un qui regarde intensément une œuvre est déjà un artiste. On n'est pas obligé de faire pour être un artiste. C'est une approche d'esprit. C'est ça. Après, évidemment, il y a des gens qui vont pouvoir vivre de leur art ou payer le prix cher pour pouvoir continuer. Bon, évidemment, c'est remarquable, mais il ne faut pas non plus considérer qu'à partir du moment où on a deux casquettes, ce qui n'est pas mon cas, mais à savoir travailler et faire de l'art, ce qui est compliqué, c'est cette espèce de dichotomie qu'on demande à l'artiste. C'est-à-dire que d'un côté, il faut qu'il soit capable d'inventer, de créer, de rentrer. Et la conception, c'est pas évident de se partager à ce point-là, quoi. Donc pour en revenir plus à vos œuvres, parce qu'on parle de l'art en général, il y a une influence ou... Ah oui. Je vois une pendule là. Oui, la pendule, oui, parce que la pendule, c'est clair pour tout le monde, c'est le temps. C'est le temps qui passe, et en ce qui me concerne, celui-ci est quelque chose qui me taraude totalement. Non pas le fait de vieillir, parce que à la limite, tant qu'on peut faire les choses, c'est pas problématique. C'est la vitesse à laquelle le temps est passé. Moi, j'étais convaincu de ne pas vivre longtemps, parce que l'idée romantique, en général, on nous retire les choses qu'on aime. Donc si on aime très fort la vie, il se peut qu'on nous la retire vite et brutalement. C'est ce que je pensais en ce qui me concerne. Je me suis un peu trompé, tant mieux. Mais comment je vais dire, et donc la pendule, voilà, c'est un symbole facile pour parler de ce qui peut-être justement détermine la nature humaine principalement, c'est-à-dire le temps qu'il a pour faire ce qui lui semble nécessaire ou indispensable philosophiquement parlant. Ah oui, donc cette pendule n'a rien à voir avec quelqu'un qui aurait fait des pendules. Alors, vous pensez à Dali, voilà, mais bien sûr, oui. Dali fait partie des artistes qui, quand j'étais adolescent, m'ont profondément marqué. D'ailleurs, les premiers boulots que j'ai pu faire, quand je dis boulot, c'est-à-dire, voilà, on commence par faire des dessins. Moi, je me suis fait virer du lycée François 1er parce que je dessinais, avec, heureusement, de leur part, un bon conseil, puisqu'ils m'avaient dit bons arts conseillers, ce que j'ai trouvé quand même effectivement notablement sympa. Et donc Dali a fait partie bien entendu des artistes, le pop art, ce qui m'a peut-être donné le goût des couleurs, et puis évidemment toute la peinture de la Renaissance. Donc pour parler essentiellement de gens comme Bosch, Bruegel, voilà, des maîtres absolus. Je pense qu'on n'a jamais fait mieux que l'époque de la Renaissance au niveau technique et au niveau approche de ce que devait transmettre l'art, parce que je pense que l'art est fait pour transmettre. C'est quelque chose qui me semble totalement indispensable, parce que le joli pour le joli, je vois pas trop l'intérêt. Ça serait quelque part comme une très jolie fille qui n'aurait jamais rien à dire. Je pense qu'on s'ennuie vite, et au niveau de l'art, pour moi, c'est pareil. C'est pas du tout péjoratif, mais il y a quand même une folie dans... Oui, hein, oui, au contraire. Oui, absolument. Je préfère justement d'ailleurs, je ne sais plus quel est l'artiste qui disait « Heureux les fêlés parce que la lumière passe à travers ». Bon voilà, j'espère que cette espèce de folie
se transmet effectivement dans mon travail, parce que la vie pourrait être très ennuyeuse sans la folie, c'est-à-dire être capable de se jeter à corps perdu dans un amour, c'est une folie. À corps perdu dans son travail, c'est une folie. Est-ce qu'il y a une époque où, en fait, j'ai l'impression de voir quelquefois des fous du roi, donc il y a une époque qui inspire plus que l'autre. Oui, la Renaissance, parce que techniquement c'est la façon que j'ai de travailler, à savoir ce qu'on appelle le glacis, c'est-à-dire qu'on fait les couches les unes après les autres sans mélanger les couleurs. D'accord. Voilà. Ce qui fait que la lumière passant à travers les diverses couches, elle traduit différemment justement les couleurs que si on les mélange. Parce que mélanger la couleur, faire un rouge et un jaune, ça la bâtardit pour faire un orange. Alors que si vous faites des glacis, vous gardez toutes les subtilités de chacune des couches. Alors évidemment, ça demande beaucoup plus de temps, ça demande plus de technique dans le sens où il faut se rappeler, quand on travaille à plusieurs endroits différents sur la toile pour que ce soit cohérent. Si on fait une moitié de visage un peu vert et l'autre un peu orange, voilà, il faut vraiment bien se souvenir de quelle manière on a travaillé. Parce que dans mon travail, un visage peut me demander à lui tout seul 3, 4, 5 jours, une semaine de travail. Et on commence comment ces œuvres en se disant je vais tout de suite, vous avez l'image en tête de ce que ce sera pour pouvoir la travailler couche par couche, ou parfois ce que c'est devenu, c'est pas du tout ce qui était... Voilà, exactement. C'est-à-dire que j'ai une idée générale de ce que j'essaye de travailler, parce que, comment je veux dire, comme je sais que je vais en avoir pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour travailler, il faut se dire qu'on aura envie de le faire jour après jour, longtemps. Donc il faut être vraiment motivé. Donc il faut que l'idée qui vous motive vous tienne. Ce qui fait que je peux partir d'une idée de départ qui va évoluer au fur et à mesure, parce que c'est vrai que c'est finalement la maîtresse, c'est la toile, quoi. C'est pas tellement nous, on n'est pas tellement maître, parce que quand on maîtrise trop, je fais toujours cette comparaison avec les relations amoureuses, parce que pour moi l'art et les relations amoureuses c'est intimement lié. La maîtresse, c'est la toile. Ah oui, tout à fait. C'est le temps qu'elle prend, la maîtresse. Tout à fait. Et donc, comment je veux dire, c'est elle qui décide pour nous souvent de la façon dont elle va comment je veux dire, se développer. Et en amour, c'est pareil. Je veux dire, on a deux solutions. Soit, comment je veux dire, quand on fait une rencontre, on se donne sans réfléchir, ou alors on a déjà calculé de quelle manière on va établir la relation, à savoir, bon voilà, on va faire ça à tel endroit, on va dire telle chose. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de développer ce qu'on ressent au fur et à mesure. Ce qui fait que quand la toile nous fait sentir que ça serait peut-être une direction un petit peu plus dans l'ambiance de nuit, par exemple, ou c'est elle qui va peut-être nous lancer sur une autre piste. Je ne sais pas si c'est une analogie avec justement les relations humaines et les relations amoureuses, mais est-ce qu'on peut faire plusieurs œuvres en même temps? C'est-à-dire que comme une œuvre prend plusieurs semaines, plusieurs mois, est-ce que je peux entamer une autre relation avec une œuvre en même temps? Personnellement, non. C'est pratiquement jamais que je fais deux œuvres en même temps, parce que effectivement j'ai besoin d'être totalement dedans. Et donc si je travaille deux œuvres différentes, encore une fois, cette espèce de dichotomie qui impliquerait deux toiles différentes serait un petit peu compliqué pour moi. Je pense qu'il y a des artistes qui peuvent travailler plusieurs œuvres en même temps, et qui d'ailleurs par nécessité pour eux, compte tenu peut-être de la vitesse à laquelle ils travaillent, mais moi j'ai besoin de rester vraiment... puis je suis assez individualiste par nature, c'est-à-dire que mes relations, je me vois mal avoir une relation en groupe. Les discussions de groupe, pour moi, c'est pas... j'aime mieux les relations intimes où on se parle vraiment l'un en face de l'autre. Donc au niveau de la toile, c'est pareil. Je parle avec elle, elle me répond, elle m'envoie bouler la plupart du temps, d'ailleurs. D'accord. Alors pour terminer, après cette exposition, qu'est-ce qu'il y a comme projet Alors là, cette expo se termine ce week-end. Et là, maintenant, je suis déjà en train de travailler pour la prochaine exposition qui sera à Honfleur, à la Galerie 13, au printemps. On va arrêter les dates très bientôt. Je reviens ici parce que ça, c'est déjà quelque chose de décidé en 2018.
Et entre-temps, je dois aller faire une expo en fin d'année dans le sud, mais j'ai plus en tête l'endroit exact. Donc, il y a plein de choses à faire. Oui. Moi, j'ai besoin d'avoir des échéances, c'est-à-dire de savoir où je vais aller, parce que, encore une fois, j'ai besoin d'avoir un but. Quand vous dites qu'il y a un projet sur Honfleur, c'est que c'est des choses. C'est une commande, Non, c'est une expo. Voilà. D'accord. Voilà, exactement. Je ne peux pas travailler sur commande. Voilà, c'était ma dernière question. Exactement. Je l'ai fait 2-3 fois dans ma vie, et le problème, c'est que c'était un couple, par exemple, qui me disait, voilà, je voudrais offrir pour notre mariage une toile à mon épouse, et donc j'avais fait un truc assez bizarre, d'ailleurs, un couple sur un haricot dans le ciel. Et donc la personne avait été très contente, mais en même temps très décalée par rapport à l'idée qu'elle s'était faite de la toile. Donc je l'ai fait une deuxième fois, et puis je me suis voilà, j'ai dit, je suis vraiment pas fait pour ça, parce que je voulais faire plaisir. Et puis en définitive, je pense qu'on a plus de chances de tomber à côté que... Et puis bon, j'ai envie d'être libre finalement. J'ai choisi ce métier pour faire ça librement. C'est parfait comme conclusion, ça.